Bonjour, je suis Chandru Kumar, journaliste docteur en neurosciences. Dans cet épisode des volontaires, je suis à Lyon pour parler d'une étude sur les effets de la lumière sur nos sens, comme les odeurs et la douleur. Les volontaires, c'est le podcast de celles et ceux qui participent à la recherche médicale de l'INSERM, qui est le seul organisme de recherche publique entièrement dédié à la santé humaine. Aujourd'hui, je vais rencontrer Laetitia, qui a été volontaire dans l'étude scientifique. J'ai participé à l'étude il y a 2 mois et demi. Ainsi que Claude Gronfier. Je suis neurobiologiste à l'INSERM, dans le centre de recherche en neurosciences de Lyon. Et Tao Jiang, spécialiste de l'olfaction. Je vous montre un arôme de fenouil. Ah oui, ça sent le fenouil, je confirme. Tous deux dirigent l'étude. Mais je veux aussi voir Shivan et Maëlys Souyol, qui toutes les deux font partie de l'équipe scientifique. Et attention, suspense. Dans ce protocole, le choix des volontaires est très sélect. 60 personnes participent à l'étude, mais pour cela, elles doivent répondre à des critères très précis. Au moment où je vous parle là, je ne sais pas si le volontaire va pouvoir réaliser l'expérience de cet après-midi. Ça se trouve, il ne va pas être sélectionné. D'ailleurs, j'ai pas eu le droit de lui parler, ça pourrait le stresser et donc fausser les résultats. Je suis au centre de recherche de neurosciences de Lyon. On est dans la salle de manipulation, c'est une petite pièce, très sombre et les volets sont fermés. Là, je suis avec Laetitia, une volontaire qui a déjà bouclé l'expérience. J'ai 26 ans, je suis volontaire et puis à côté de ça, je suis doctorante au centre de recherche en neurosciences de Lyon. Donc vous êtes une volontaire qui connaissait pas l'expérience en question, mais qui connaissait quand même un peu l'environnement de la recherche et de la science. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer là-dedans ? Ce qui m'a motivée, la première chose, c'est le sujet. Le sujet de l'étude, l'olfaction, je travaille beaucoup dessus. Alors c'était plus l'aspect scientifique qui m'intéressait au départ. J'étais curieuse de voir leur montage. Et puis la deuxième chose, c'est que je sais que c'est compliqué de recruter. Moi, je cherche souvent des personnes à recruter. Et donc je me dis toujours que quand on a le temps, etc., c'est sympa de rendre service quand même. Claude, merci beaucoup de nous recevoir dans votre laboratoire. Une des particularités de votre protocole, c'est l'inclusion des volontaires. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'est un bon volontaire dans le cadre de votre protocole ? On cherche des gens qui sont en bonne santé dans cette étude, puisqu'on cherche à comprendre la physiologie, on cherche à comprendre comment ça marche. Donc des gens qui n'ont pas de troubles, pas de pathologie, pas de troubles de l'humeur, pas de troubles du sommeil, pas de troubles douloureux, pas de troubles visuels, puisqu'on cherche à s'intéresser à l'effet de la lumière via le système visuel. Et donc, une fois qu'on a obtenu les questionnaires qui nous permettent de sonder ces aspects-là, on les rencontre, on leur parle. Il y avait plein de questionnaires sur nos habitudes de sommeil, etc., et nos habitudes alimentaires. J'ai répondu aux questionnaires sur les rythmes du sommeil, etc. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir être recrutée parce que je ne pensais pas avoir un rythme régulier ni quoi que ce soit. Lorsqu'on considère qu'ils sont en bonne santé, eh bien, on les inclut. En tout cas, on les inclut dans la deuxième phase du recrutement. Et cette deuxième phase du recrutement, c'est celle qui consiste à leur faire porter un bracelet, qu'on appelle un bracelet actimétrique, qui est une sorte de montre qui va enregistrer les mouvements du poignet. On doit être le plus rythmé possible. Et c'était ça, finalement, qui était le plus contraignant, parce que c'est assez bizarre de devoir se dire « Oula, mon Dieu, il est 23h30 ou minuit ou machin, c'est l'heure là. » Comme quand on était enfant. Un peu, ouais, c'est exactement ça. C'est l'heure d'aller au lit. C'est l'heure d'aller au lit, oui. Et je me suis retrouvée parfois avec des amis ou de la famille et devoir leur dire « Attendez, mais en fait là, je dois aller me coucher ou machin. » Ou là, non, demain matin, il faut que je me réveille à telle heure. J'ai essayé de bien respecter ça et je pense que du coup, je me suis mis la pression. C'est venu parfois perturber mon sommeil, de me dire en pleine nuit, mon Dieu, il faut que je dorme. Puis c'est quand même très drôle puisque vous êtes en train de dormir et vous vous réveillez pour vous dire qu'il faut se rendormir. Enfin, voilà, exactement. C'est Inception du sommeil. Quand on enregistre pendant 1 semaine ou 2 semaines, eh bien, on voit très précisément les heures de coucher, les heures de lever, les éveils pendant la nuit. Et on voit surtout si le sommeil est stable. Est-ce que les sujets, les participants vont se coucher toujours à la même heure ? Est-ce qu'ils se lèvent toujours à la même heure ? Et suite à cet enregistrement, eh bien, on décide si le participant peut être inclus au regard de son cycle veille-sommeil et aussi de son comportement alimentaire. Au milieu de la pièce, il y a une chaise en face d'un bureau sur lequel est posée une grande boîte noire avec un trou au centre. C'est à l'intérieur que le volontaire doit mettre sa tête pour être exposé à la lumière pendant 4 phases de 30 minutes. Quand on a la tête dedans, on ne voit pas l'extérieur. On est vraiment comme dans une bulle, en plus c'est sphérique à l'intérieur. La première fois que j'ai mis la tête dans la boîte, c'était ambiance très tamisée, très sympathique.
Et il y a des fois, c'était très, très lumineux. Je me souviens d'une fois, à un moment, je me suis dit, mais je vais jamais réussir à ouvrir les yeux complètement. Parce que c'était, en fait, le contraste est trop grand entre le moment où c'est très tamisé et le moment où on nous envoie une pleine lumière dans les yeux. Je vais demander à Chi et Maëlys, qui font toutes deux partie de l'équipe scientifique, si elles peuvent me montrer la salle de monitoring, c'est-à-dire la salle où on observe ce qu'il se passe chez les volontaires pendant l'expérience. Là, dans la salle qui est collée, il y a tout plein de matériel scientifique, il n'y a pas le moindre doute. On est dans une salle d'expérience. La Chi est en train de préparer les différents matériels. Et bonjour à tous, je m'appelle Xi Wang et je suis doctorante en 4e année de thèse. Je m'appelle Maëlys Souyol, je suis en 2e année de master neurosciences à l'université de Lyon 1. Combien de temps ça prend d'équiper des volontaires ? Alors, je dis généralement c'est entre 1h et 1h15. On installe tous les capteurs, donc on a de la température, de l'électrocardiogramme, électroencéphalogramme. Donc vous mesurez l'activité électrique du cerveau, l'activité du rythme cardiaque. C'est ça, dilatation des pupilles aussi, le rythme respiratoire, la conductance cutanée, donc c'est une espèce de transpiration qu'on a sur les mains qui reflète l'état intérieur. On mesure leur réponse olfactive, donc à l'aide de petits questionnaires également. Comment ils réagissent les volontaires quand ils commencent à se faire installer et à devenir une sorte de cyborg ? Généralement, ils n'ont pas trop de surprises parce qu'avant la manip, on allait proposer de venir là pour une fois et faire une visite d'inclusion. Donc pendant cette 1 heure, on leur a bien montré notre protocole de recherche. On nous a vivement recommandé de ne pas aller discuter avec les volontaires avant l'expérimentation. On était curieux de savoir pourquoi. S'ils savent qu'ils sont enregistrés ou si on commence à leur poser trop de questions, etc., ils vont se mettre dans un état de stress et on n'aura pas les réponses physiologiques qu'on attend. Donc on évite vraiment de perturber au maximum la manip. Laetitia, vous avez déjà terminé le protocole. Globalement, vous êtes contente d'avoir participé à cette étude ? Oui, ouais. Et c'est marrant en plus de vérifier. C'est comme si on faisait un petit check parce qu'ils vérifient du coup le sommeil, la vue, l'odorat. Donc il y a une sensation un peu de faire un petit bilan. Pas besoin de passer chez le médecin quand on est volontaire. Bon, là je dois quitter la salle rapidement pour ne pas prendre le risque de croiser le volontaire qui va commencer sa phase de préparation. Il doit surtout pas me voir, ça pourrait tout faire louper. En fait, on a des rythmes dans le corps, parmi lesquels le rythme circadien qui dure environ 24 heures et qui est principalement synchronisé par la lumière. Ces rythmes, ils ont un impact sur notre sommeil, notre mémoire et même sur nos perceptions. Selon l'heure de la journée, on ne ressent pas les choses pareilles. On ne sait pas encore à l'heure actuelle si la lumière module l'olfaction. Donc pour le tester, on va exposer nos participants à 4 séquences. Le participant va être, à l'occasion de chacune de ces 4 périodes d'exposition à la lumière, on va lui proposer de nous indiquer s'il sent ou non certaines odeurs qu'on va diffuser à l'aide de petites canules au niveau de ses narines. L'odeur de pain grillé, l'odeur de poulet, l'odeur de pommes de terre rissolées. Donc un ensemble d'odeurs, il y a 12 odeurs au total, et chacune de ces odeurs sera ou non perçue par le participant. C'est assez marrant parce que je n'ai pas reconnu les odeurs. Je voyais pas trop ce que je sentais. C'était vraiment des odeurs pas familières pour moi. J'arrivais pas du tout à nommer et tout. C'est très compliqué en fait. Là, je suis avec Tao qui prépare entre autres les différentes odeurs qui sont envoyées dans les nez des volontaires. On pourrait se croire dans une pièce de confection de parfumerie. On pourrait penser qu'on fait des parfums ici. Ça ressemble réellement beaucoup. Sauf qu'ici, on fera un parfum au poulet, pommes de terre rissolées, quoi. Voilà, donc tout à fait. Ici, par exemple, je vous montre un arôme de fenouil. Ah oui, ça sent le fenouil, je confirme. Ça sent un peu le fenouil, ouais. Dites-moi, Tao, est-ce que vous êtes vexé quand un ou une volontaire ne reconnaît pas l'odeur que vous avez préparée dans votre salle ? Ah non. On prévient aux volontaires, il faut essayer de faire votre mieux pour répondre. Mais toutes les réponses sont bonnes pour nous. Quelles applications on pourrait imaginer justement qui découleraient de cette sensibilité à la lumière ? Les applications qu'on peut imaginer sont celles qui, par exemple, pourraient concerner les troubles de l'olfaction. En augmentant l'intensité lumineuse, on pourrait améliorer l'olfaction de certaines personnes qui souffrent de ces troubles-là.
Il est tout à fait imaginable, si nos résultats sont en faveur de ces résultats-là, eh bien, les médecins pourront prescrire des séances de luminothérapie pour les troubles douloureux ou olfactifs, ou en effet encourager à sortir et lézarder sur une terrasse. Là, on va aller voir l'équipe scientifique pour voir un peu comment ça s'est passé. La deuxième sélection, est-ce que ce volontaire a pu être inclus ou est-ce que, comme on a pu le voir, ça a été compliqué de l'inclure ? Comment ça s'est passé? Est-ce que l'expérience a débuté? L'expérience n'a pas débuté malheureusement parce qu'il s'agit d'un volontaire qui est en dette de sommeil. Alors qu'on lui avait demandé sa durée de sommeil souhaitée, il nous avait répondu 8 heures, il est plutôt à 7 heures les 2 dernières nuits. Et il n'est pas très stable non plus, ses horaires de coucher et de lever malheureusement ne sont pas tout à fait stables, donc il va y avoir le risque là que son horloge biologique ne soit pas bien synchronisée. Ces 2 aspects de dette de sommeil et de désynchronisation de l'horloge, eh bien, pour nous, sont un problème. Pourquoi ? Tout simplement parce que les études ont montré que lorsqu'on est en dette de sommeil, eh bien, la réponse à la lumière est plus faible. Et donc ça constituerait pour nous une exception, un sujet atypique, une réponse atypique. On ne peut pas prendre ce risque. Et donc on est malheureusement obligé de ne pas l'inclure aujourd'hui. Maëlys, comment il a réagi le volontaire quand vous lui avez dit que malgré sa préparation, il n'était pas incluable ? Eh bien, il l'a plutôt bien prise parce qu'il a quand même bien apprécié venir et prendre connaissance du fait qu'on fasse de la recherche, des enjeux, des études, etc. Et vous, du coup, Tao, c'est pas trop démotivant de façon globale ces expériences où on n'est jamais sûr qu'elles aillent au bout? J'imagine que là, peut-être que l'expérience, ça va prendre 2-3 jours, 2-3 semaines, 2-3 mois en plus. Comment on vit en tant que scientifique quand on sait quand est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on termine? Quand on travaille longtemps chez le sujet humain, on est plus ou moins préparé psychologiquement qu'on ne réussit pas à tous les coups. Et surtout, je pense, respecter le volontaire et respecter notre critère scientifique. C'est les 2 principes qu'on doit tenir, quoi. Et je confirme, tout le monde a le sourire, personne n'a l'air déçu, donc je vais être content aussi que vous n'ayez pas inclus ce volontaire. J'ai passé une journée fascinante. Ça a été super cool de suivre les scientifiques et de regarder leur petit stress quant au fait de pouvoir inclure le volontaire ou non. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont su garder le sourire. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré aux volontaires qui participent à la recherche sur les mécanismes impliqués dans la sensibilité sensorielle à la lumière. À bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles études en recherche médicale. Les volontaires, c'est un podcast de l'INSERM produit par Maison K Prod. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur votre appli, ça nous aide vraiment.